Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenu pour l'épisode 2 de notre émission spéciale consacrée à la 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Pour cet épisode 2, comme chaque année, on va interviewer les auteurs et les autrices de cette 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Soyez le bienvenu. Jean-Marc Hermès, merci d'être avec nous pour cette première interview. De rien, et excusez-moi de ma petite gêne passagère. Ah, ça fait rien, mais on va quand même vous parler de votre livre. Pouvez-vous nous donner son titre et un peu présenter cet ouvrage ? Il s'appelle Rando Vignoble, Pays de Savoie, donc 20 balades entre vignes et montagnes. Donc c'est un livre de 20 randonnées qui se situe là où il y a du vignoble, donc dans les deux Savoies, c'est-à-dire aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie. Très bien. Et depuis combien de temps vous êtes auteur ? J'ai commencé en 2020. Alors, j'avais déjà fait, il y a très longtemps, un livre pour une petite maison d'édition de Chambéry qui n'était pas très abouti, mais là, maintenant, depuis 2020, j'ai écrit 4 livres pour eux. Et il y a d'autres projets à venir. Et dans tous vos ouvrages, lequel avez-vous préféré écrire ? Difficile à dire, peut-être le premier, c'est-à-dire Maurienne Vanoise à petits pas. Là, c'était 40 randonnées, mais plus destinées à un public familial, c'est-à-dire pas des très grandes randonnées, des randonnées abordables pour un grand nombre de personnes, où est évoqué aussi tout l'aspect patrimonial et environnemental qu'on peut voir durant les randonnées. Et est-ce que c'est votre première année au Salon du Livre d'Hermillon ? Non, c'est la 3e fois que je viens. Alors pour terminer cette interview, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Auriez-vous une question à poser au prochain auteur ou à la prochaine autrice que je vais interviewer dans un instant ? Ah, difficile à dire. Lui poser la question de comment lui est venue l'idée d'écrire des livres. Très bien. Merci Jean-Marc Hermès d'avoir été avec nous. Diane Goutier de Nuchez, merci d'être avec nous pour cette interview. Vous allez nous présenter deux de vos livres. Pouvez-vous nous présenter l'histoire de ces 2 livres ? Oui, alors pour faire court, j'essaye. Meurtre en préfecture, c'est ce qu'on appelle un cozy mystery, donc un polar léger. C'est assez en vogue actuellement. Donc on se sert du personnage de Johanna, qui est un peu brute de pomme, qui est l'épouse du directeur de cabinet fraîchement nommé de la Meuse. Et donc on la suit, on rentre sous les ors de la République, ça permet de découvrir la préfecture de l'intérieur. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose de mystérieux. La police dit qu'il n'en est rien et Johanna décide qu'elle résoudra l'énigme. Et donc on la suit, ça nous permet de découvrir les ors de la République et tous les mystères qu'il peut y avoir. Ça c'est le premier, donc il est plutôt drôle et léger. Celui-ci c'est un style complètement différent. Ma petite Madeleine, c'est un roman historique. Et donc j'ai trouvé la petite mallette rouillée qui est sur l'image dans un grenier d'une maison de famille. Et elle était fermée à clé, il a fallu forcer la serrure, etc. Et dedans, il y avait des lettres de fiançailles de 1917. Et tout l'enjeu était de savoir si pendant la Grande Guerre, ils avaient pu se marier ou pas, où est-ce qu'on allait. Et donc on suit Madeleine, qui est une jeune femme qui quitte Paris pour se réfugier en Bourgogne pour se protéger des éventuels bombardements. Et Marcel, qui est un marin, et donc c'est assez peu commun, c'est pas du tout un roman de guerre dans les tranchées. Lui, il est marin, il démine les côtes françaises et anglaises pour permettre l'approvisionnement en vivres. Et donc on les suit dans leur correspondance. Toutes les lettres qui sont dans le roman sont authentiques. Et donc j'ai juste tiré les ficelles romanesques pour créer ce qu'aurait pu être leur vie et leur relation autour de leur vraie vie épistolaire. Voilà, donc c'est un roman qui me tient beaucoup à cœur parce que il est émotionnellement chargé et c'est hyper joli de suivre des mots d'amour de 1917. Voilà. Avez-vous toujours écrit des livres ? Finalement, oui. Je crois que oui. Je crois qu'au collège déjà. Mais la vie, tout ça, alors on écrit, on pose de côté, puis on réécrit, puis finalement non, on pose de côté. Donc je pense que j'ai 4 ou 5 manuscrits commencés, dont 2 du lycée, 2 de la fac, et voilà. Et puis un jour, la vie a fait que j'ai eu le temps de m'y mettre et je remercie beaucoup la vie pour ça. Donc j'ai le temps et d'ailleurs j'ai un tome 2 de Meurtre en préfecture qui sort au mois de mars prochain et j'écris aussi un autre roman, donc je suis très chanceuse de pouvoir écrire maintenant. Et pour les jeunes, pour les personnes qui ont l'ambition de devenir auteurs, d'écrire, quels conseils leur donneriez-vous ?
De se lancer d'abord. Faut y aller, faut pas avoir peur. Et moi, pour me lancer, comme j'étais un peu inquiète, ce que je peux comprendre quand on est jeune et je me suis inscrite à un atelier d'écriture que je suis toujours aujourd'hui. Je le suis à distance parce que je suis plus sur place, etc. Mais je conseille aussi aux jeunes de s'inscrire dans des ateliers d'écriture. D'abord parce qu'on rencontre plein de gens, et puis parce que être romancier, c'est être seul beaucoup, et que l'atelier d'écriture, ça permet de ne pas être seul et de se confronter très vite au regard sur ce qu'on écrit et d'apprendre, parce qu'on est contraint de lire les romans des autres. Et quand on voit ce qui nous plaît chez l'autre ou ce qui nous plaît pas, ça permet aussi d'ajuster ce qu'on écrit nous-mêmes. Donc lancez-vous et faites des ateliers d'écriture pour pas être tout seul. Merci. Merci beaucoup, Diane Gauthier de Nuchez, d'avoir été avec nous. On continue cette séance d'interview avec Isabelle Giroux. Isabelle Giroux, bonjour. Bonjour. Alors, je vais attaquer par une question. J'ai un petit concept, en fait, c'est chaque auteur, je demande de poser une question pour le prochain auteur. Et Jean-Marc Hermès, il aimerait vous poser comme question, comment vous est venue l'idée d'écrire des livres ? Alors, l'idée m'est venue un peu par hasard. Je faisais des aquarelles et j'ai découvert l'histoire locale un peu par hasard. J'ai été passionnée tout de suite et j'ai immédiatement pensé à ne pas garder tout ce que je découvrais pour moi-même et à le faire partager. Et du coup, j'ai pensé à le faire de cette manière-là, par un livre, parce que j'ai toujours été passionnée par les livres et depuis que je sais lire. Et comment procédez-vous pour trouver l'inspiration ? C'est affectif, en fait. J'ai toujours écrit ou peint par rapport à des sujets ou des lieux que je connais, que j'aime ou qui me rappellent des choses, qui ont un lien avec ma famille. Voilà. Et pourquoi vous avez voulu venir ici au Salon du Livre d'Hermillon ? C'est par rapport au climat, par rapport à quoi ? Par rapport à la localisation, puisque mon livre est sur Saint-Sorlin-d'Arves. Voilà, que je suis attachée à la Maurienne et c'était tout indiqué. Et est-ce que les jeunes, selon vous, ils s'intéressent toujours à la littérature ou avec les écrans, pour vous, c'est un peu plus difficile ? Alors je sais pas, je ne suis pas sociologue, c'est peut-être un peu difficile. Je pense qu'ils sont plus attirés par les écrans maintenant. J'espère que le livre va durer quand même. Pour moi, c'est indispensable et puis c'est quelque chose qui dure, m'intéressant aussi à l'histoire, aux archives, à tous les documents qu'on peut retrouver. Par exemple, j'ai travaillé avec des vieux parchemins qui datent du XIIe siècle. Je ne suis pas sûre qu'une clé USB ait la même durée de vie. Et voilà, je trouve que ce qui reste, c'est quand même le livre, le papier. Avez-vous d'autres projets littéraires un peu... Est-ce que vous en avez encore ? Et si oui, une petite idée ? Alors oui, en ce moment, je travaille sur un roman jeunesse historique. Donc, j'espère que les enfants lisent toujours. Un roman jeunesse historique donc sur mon village de la Drôme, puisque je suis à moitié drômoise. Voilà, qui a trait à Amédée d'Hauterive, dont le fils Amédée a été évêque de Lausanne et a été abbé de l'abbaye de Hautecombe en Maurienne. Il a été le tuteur d'un comte de Maurienne, donc on est quand même dans le thème. Très bien. Merci beaucoup Isabelle Giroux d'avoir été avec nous. Merci à vous. On continue les interviews avec Axel Vergnol. Axel Vergnol, bonjour. Bonjour Léo. Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous présenter votre ouvrage. Pouvez-vous nous décrire son histoire ? Oui. Alors l'histoire de la première femme sur la Lune, c'est ma biographie. Et si vous savez qu'il n'y a pas eu de femme sur la Lune, eh bien il faut lire l'histoire parce qu'en fait j'ai quand même marché sur la Lune. Et donc c'est pour ça que vous avez la tenue ? Exactement, c'est parce que j'ai la tenue, parce que tout à l'heure on m'a demandé si j'étais pilote de l'air. Et je lui ai répondu que j'étais pilote de rêve, ce qui demande un niveau vraiment... Aïe. Et vous avez fait donc un livre, et pour vous la littérature ça évoque quoi ? Eh ben pour moi la littérature ça évoque beaucoup le voyage, le rêve, le mystère, et puis aussi un peu source d'information, donc là-dedans il y a aussi un petit peu de choses un peu plus scientifiques. Voilà. Et vous avez un futur projet littéraire, un deuxième livre ? Je n'ai pas de futur projet littéraire car déjà celui-ci est un peu un ovni.
parce que je ne suis pas auteur à la base, je fais plutôt des animations scientifiques. Et quand vous avez des personnes intéressées pour votre livre qui viennent à votre place, est-ce qu'il y a une question qui vous pose beaucoup et que c'est toujours la même réponse? Et la grosse question, c'est vous avez vraiment marché sur la Lune? Oui. Et la réponse, c'est acheter le livre pour savoir la réponse. Et est-ce vous que... n'aurez pas la réponse ici non plus. Et comment voyez-vous le futur par rapport à l'astronomie? Je parle par exemple aussi des intelligences artificielles. Est-ce que, voilà, parce que pour vous ça va changer dans le bien, dans le mal? Alors je vous avoue que ça me dépasse un petit peu. Et en tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire transmettre, plus que la technologie, aller dans l'espace, les sondes spatiales et tout ça, c'est vraiment la contemplation et le plaisir d'être juste dehors avec une couverture à regarder les étoiles. Donc ça s'écarte un peu de l'IA, mais voilà. Et la transmission des uns aux autres, de savoir « Ah, on m'avait expliqué que cette étoile-là, voilà son histoire ». Et ça me fait rêver. Et est-ce que pour le prochain auteur que je vais interviewer, vous aurez une question à lui poser? C'est pas facile. Est-ce qu'il a déjà inventé une constellation avec les étoiles? Très bien. Merci beaucoup Axel Verniol d'avoir été avec nous. Philippe Carrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous présenter votre ouvrage qui s'appelle Respirer la mer. Pouvez-vous nous décrire son histoire ? Oui, en préambule, donc je voudrais dire et donc m'excuser auprès des auditeurs parce que je trébuche parfois sur les mots. J'étais un bégayeur invétéré durant toute mon enfance et le travail d'écriture m'a permis de me sortir des inhibitions de la parole et donc ainsi de libérer cette parole à travers l'écriture, le lien entre l'écrit et l'oral. Très bien. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit que vous voulez écrire des livres? Et du coup, la raison, c'était pour quelle raison? Alors, je portais ce projet en moi depuis longtemps et au moment du Covid, comme d'ailleurs beaucoup de premiers auteurs, j'ai eu du temps de libérer et je me suis lancé avec bonheur et j'ai fait aboutir ce projet. Et la littérature, ça évoque quoi pour vous? Ça évoque la liberté, aussi une manière de revenir à soi, donc d'exprimer beaucoup de choses enfouies, peut-être également des traumatismes donc de l'enfance qui pouvaient être donc limitants. Je parlais du bégaiement donc tout à l'heure. Donc voilà, ça a été pour moi un envol. Donc je peux dire à un âge donc de ma vie où on se pose énormément de questions puisque je l'ai écrit au moment de ma retraite. Donc voilà, et je me suis engagé dans cette aventure avec un regain de vie et d'énergie qui a été salutaire pour moi. Merci beaucoup Philippe Carrier d'avoir été avec nous. Zidane Mekouar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter votre ouvrage. D'où vous vient l'idée de cet ouvrage ? En fait, j'ai découvert le lieu où se passe l'intrigue par hasard. C'est le plus ancien et le plus grand rucher du monde, collectif, qui va bientôt entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui se trouve à 1 heure d'Agadir. On le voit un petit peu sur l'image. Vous pouvez regarder des photos. Et j'ai trouvé le lieu tellement beau que j'ai voulu inventer une histoire autour. Donc j'ai inventé une histoire de secret de famille avec une maman qui est emmurée dans la folie. On ne sait pas ce qu'elle a et on le découvre au fur et à mesure du livre. Est-ce que vous avez toujours écrit des livres ? J'ai toujours écrit depuis petite. Maintenant, il y a une différence entre écrire et se faire publier. Il faut plus de temps pour se faire publier. Et là, c'est mon 2e. J'espère en avoir beaucoup à vous présenter. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir autrice ? C'est pulsionnel, je pense que c'est une manière d'être au monde. J'ai toujours écrit depuis petite, c'est une façon de digérer le monde. Je pense qu'on n'invente pas le fait d'écrire. Alors aujourd'hui, les jeunes, ils sont quand même assez sur les écrans, mais pensez-vous que les livres vont perdurer dans le temps, on pourra toujours lire des livres ?
Oui, j'en suis convaincue. Les jeunes sont sur des écrans, mais en même temps, je vois sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de jeunes qui donnent leur avis sur les bouquins, qui discutent entre eux, qui créent des sortes de comités de lecture ou de clubs de lecture. Donc la technologie a toujours été un moyen pour essayer de rentrer en communication avec l'autre. Je pense que le livre amène à autre chose et c'est une découverte de soi aussi par les pages et un voyage. Et pour terminer, pour les jeunes, les futurs écrivains qui voudraient écrire des livres, quels conseils leur donnerez-vous ? Moi, je vous conseille de persévérer. C'est pas parce qu'on vous dit non une fois, 2 fois, 10 fois que c'est terminé. Il suffit d'un seul oui. Croyez toujours en vous. Et surtout, n'ayez pas d'ego, essayez de vous améliorer parce que, contrairement à ce qu'on pense parfois, en France, c'est différent dans le monde anglo-saxon, on apprend à écrire. On peut s'améliorer, on apprend à construire des personnages, à construire une intrigue. Si vous avez vraiment envie de ça, comme n'importe quoi d'autre dans la vie, donnez-vous les moyens, faites-le tous les jours. Il y a une grande discipline, c'est un grand travail, ça ne nous tombe pas dessus. Donc c'est tous les jours, on s'y remet. Et puis on s'améliore et on persévère et on y croit parce qu'il suffit de croire en nous et un jour, quelqu'un croira aussi en nous. Très bien. Merci beaucoup Zinem Mekwar d'avoir été avec nous. Alors pour clôturer cette séance d'interview, j'accueille Romain Bétou. Romain Bétou, bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter votre livre. Je vous laisse le présenter. Bien. Alors, j'ai été équipier puis leader de la patrouille de France en 2015 et après avoir été pilote de combat sur Mirage F1, c'est l'avion que vous voyez ici. Et en quittant la patrouille, la PAF, la patrouille acrobatique de France, j'étais nostalgique déjà des quelques années, des expériences que j'avais vécues avec tous les copains. Et comme j'étais très absent par rapport aux missions de l'armée de l'air, eh bien, j'ai décidé d'écrire un petit livre, en partie pour mes enfants, en partie pour mes souvenirs, et puis pour dire ce que l'on vit dans cette équipe remarquable. Et donc voilà, le pari de l'impossible que j'ai écrit en 2017, c'est ça. Puisque je pensais que c'était impossible de devenir pilote de combat et encore plus leader de la patrouille. Et donc voilà, c'est un témoignage, une aventure humaine, c'est surtout ça qu'on retient de cette expérience. Alors en parlant de la patrouille de France, de l'aviation, pensez-vous que dans 10-20 ans, avec je pense notamment à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourra faire des avions qui se gèrent 100% tout seul sans qu'un humain le gère ? Très bonne question. Alors, il y a des développements en cours, notamment chez Helsing, qui est une entreprise qui opérationnalise l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes et dans les avions en particulier. Les drones permettent aussi de faire un pas de plus vers l'automatisation, on va dire, des aéronefs. Donc la réponse est oui, ça arrive. Il y a pas mal de missions déjà qui se font à l'aide de l'IA et puis des drones. Et il y a fort à parier effectivement que ça va continuer dans cette voie-là. Et enfin, pour les jeunes qui aimeraient être dans la patrouille de France, qui ont ce rêve, qu'est-ce que vous leur direz pour les motiver ? De travailler, il n'y a pas de secret. Après, il y a les trucs un peu bateaux qu'on dit toujours, mais qui sont vrais. Faut pas écouter les vents contraires, se dire que c'est pas possible, etc. C'est toujours pareil. Faut écrire son destin, faut travailler. Et rester motivé face à la difficulté de l'entreprise, parce que c'est pas facile. Voilà. Et donc il faut rester focalisé sur son objectif, et puis travailler, y croire, et puis nourrir la passion. Parce que la motivation, on l'a. Un jour, moi ce que je disais dans mon livre, c'est ma vie, j'ai vu Top Gun, j'ai dit ouais je vais être comme Maverick, et puis j'ai plein de copains, pareil, ils ont dit ouais on va faire ça, et puis après... une fois qu'on est vraiment à l'ouvrage, on commence à voler, que c'est difficile, qu'on a des échecs. Et là d'un coup, on a plusieurs options et on se dit ouais pourquoi pas, ça pourrait être bien aussi d'être pilote d'avion de transport. Ça pourrait être bien de changer de spécialité en restant dans le corps des aviateurs. Mais on s'éloigne de la promesse de l'enfant qui s'est dit un jour c'est ça que je veux faire. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut capitaliser sur cette motivation, il faut l'entretenir. Donc il faut aller voir des gens qui ont réussi, qui vont vous rassurer. Il faut sortir un petit peu aussi de votre cadre pour faire le bilan et de l'identité de la personne que vous voulez être finalement à long terme et pas s'égarer en fonction des aléas du monde. Voilà ce que je dirais aux jeunes. Donc voyager, voler déjà, côté plaisir pour garder cet amour du vol. Et puis après à cheval, et puis on continue
de travailler et on y arrive. Voilà, on a des pilotes de chasse, on en forme à peu près 60 par an. Et tous les petits Français veulent pas être pilotes de chasse. Enfin, ou alors je suis pas au courant. Et tu veux être pilote de chasse? Non. Donc tous les petits Français ne veulent pas être pilotes de chasse. Donc ce qui fait que si vous travaillez régulièrement, vous allez probablement y arriver. Voilà. Merci. Merci beaucoup Romain Bétou d'avoir été avec nous. C'est la fin de notre épisode 2 consacré à la 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 3 pour la remise du prix Rosine Perrier. Qui sera le lauréat? C'est la question et on se retrouve très vite pour cette réponse.